On a parlé la dernière fois sur le confort en architecture, les types de confort. Chaque type de confort a des problèmes et des solutions. Et pour les solutions, I guess you wonder where I've been. I searched to Confort visuel, confort thermique et confort acoustique, ce sont les types les plus directement liés au contexte de l'architecture biclimatique. L'architecture bioclimatique veut dire construire en prenant en considération les interactions entre le bâti et le climat. C'est-à-dire c'est une adaptation au site. Cette adaptation a deux buts principaux. Se protéger des aléas du climat et profiter des bienfaits du climat. On commence avec le confort thermique. L'architecture bioclimatique vise à concevoir des bâtiments qui tirent parti des conditions climatiques locales pour maintenir une température intérieure et confortable avec une manière passive. On minimise la nécessité des systèmes chauffage et climatisation. L'optimisation de la lumière naturelle est une composante clé de l'architecture bioclimatique, avec une attention particulière portée à l'orientation des ouvertures, aux dimensions des fenêtres et à la disposition des espaces, pour maximiser l'éclairage naturel. Le confort acoustique. L'architecture bioclimatique peut également prendre en compte certains aspects du confort acoustique en concevant des bâtiments qui minimisent le bruit, tout en favorisant une ventilation naturelle. Ces types de confort sont souvent considérés comme des éléments essentiels de l'approche bioclimatique, car ils contribuent à la création d'environnements intérieurs agréables tout en réduisant la dépendance au système énergétique conventionnel. la stratégie du chaud en hiver et du froid en été est au cœur de l'approche bioclimatique en architecture. Elle consiste à concevoir des bâtiments qui exploitent les conditions climatiques naturelles pour maintenir un confort thermique optimal tout au long de l'année. En hiver, la stratégie du chaud consiste à maximiser l'absorption de la chaleur solaire et à minimiser les pertes de chaleur. Cela peut être réalisé en orientant les façades principales vers le sud pour capturer la lumière et la chaleur du soleil, en utilisant des matériaux à haute capacité thermique pour stocker cette chaleur pendant la journée et la libérer lentement la nuit, et en assurant une isolation adéquate pour réduire les pertes de chaleur. En été, la stratégie du froid vise à minimiser l'absorption de la chaleur solaire et à maximiser la ventilation naturelle pour évacuer la chaleur excédentaire. Cela peut être réalisé en utilisant des dispositifs d'ombrage pour bloquer les rayons directs du soleil, en favorisant la circulation de l'air à travers le bâtiment grâce à la conception de fenêtres et de passages d'air, et en utilisant des matériaux réfléchissants ou isolants pour limiter le transfert de chaleur à travers les parois. En combinant ces stratégies, les bâtiments bioclimatiques peuvent maintenir des conditions confortables intérieures et réduire la consommation de chauffage et de climatisation, ce qui contribue à la durabilité environnementale et la réduction de consommation d'énergie. La ventilation à double flux. Cette méthode compose de deux flux d'air distincts, un flux d'air entrant et un flux d'air sortant. Flux d'air entrant. L'air frais extérieur est aspiré à travers un filtre pour éliminer les impuretés. Ensuite, cet air frais est chauffé à l'aide d'un échangeur de chaleur, placé dans le flux d'air sortant. Flux d'air sortant. L'air chaud de l'intérieur du bâtiment passe à travers l'échangeur de chaleur. Pendant ce processus, le chaleur de l'air sortant est transformé à l'air frais entrant. Distribution de l'air. L'air préchauffé est ensuite distribué dans le bâtiment via des conduits, fournissant un renouvellement constant de l'air tout en maintenant une température confortable. Les puits canadiens sont des systèmes de climatisation qui exploitent la température du sol pour chauffer ou refroidir l'air entrant dans un bâtiment. Ils consistent en un réseau de conduits entrés à faible profondeur, généralement entre 1,5 et 2,5 mètres à l'extérieur du bâtiment. En été, l'air chaud de l'extérieur est aspiré à travers les conduits entrés, où il se refroidit naturellement grâce à la température plus fraîche du sol avant d'être distribué à l'intérieur du bâtiment. En hiver, le processus est inversé. L'air froid de l'extérieur est préchauffé par le sol plus chaud avant d'être distribué à l'intérieur, réduisant ainsi la charge de chauffage nécessaire.
maisons passives, également connues sous le nom maisons à consommation énergie presque nulle, Nearly Zero Energy Building en anglais, sont des bâtiments conçus pour être très économes en énergie. Elles visent à réduire au maximum leur consommation d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation, tout en maintenant un confort optimal pour les occupants. Les principaux éléments caractéristiques des maisons passives incluent isolation renforcée, une isolation très efficace est installée dans les murs, le toit et les planchers pour limiter les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Étanchéité à l'air, les maisons passives sont conçues pour être très étanches à l'air afin de minimiser les fuites d'air non contrôlées, ce qui contribue à maintenir une température intérieure stable et confortable. Ventilation contrôlée. Une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur est souvent utilisée pour assurer un renouvellement continu de l'air tout en récupérant la chaleur de l'air sortant. Fenêtres à haut rendement. Des fenêtres à triple vitrage avec des cadres à isolation renforcés sont souvent utilisées pour réduire les pertes de chaleur par les fenêtres. Gestion solaire passive. L'orientation et la conception de fenêtres sont optimisées pour maximiser l'apport de chaleur solaire en hiver et réduire l'apport en été, contribuant ainsi au chauffage et au refroidissement naturel du bâtiment. En combinant ces éléments, les maisons passives peuvent atteindre des niveaux élevés de performance énergétique, réduisant ainsi leur empreinte environnementale et leur coût d'exploitation à long terme. Dans la conception d'architecture bioclimatique, différents types de matériaux sont utilisés pour optimiser le confort thermique, réduire la consommation énergétique et favoriser la durabilité. Voici quelques exemples de matériaux couramment utilisés. Premièrement, les isolants naturels. Des matériaux tels que le lin du mouton, la cellulose, le fibre de bois ou le chanvre sont utilisés par l'isolation thermique des murs, des planches ou bien des toitures, offrant une performance thermique élevée tout en étant écologique. Deuxièmement, les matériaux à haute capacité thermique. Certains matériaux comme le béton, la pierre ou la terre crue ont une capacité thermique très élevée, ce qui leur permet de stocker la chaleur et de la libérer lentement dans la nuit, contribuant ainsi à un confort thermique dans le bâtiment. Et après, les matériaux à faible énergie grise. Les matériaux dont la production nécessite peu d'énergie, comme la terre crue, le bambou et les matériaux locaux, sont préférés pour réduire l'impact environnemental global des bâtiments. Et finalement, les matériaux de construction à émissions faibles. Des matériaux qui émettent peu de composés organiques volatiles, comme les peintures écologiques, les cols sans solvants et le revêtement de sol naturel, sont utilisés pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. En utilisant une combinaison appropriée de ces matériaux, les architectes peuvent concevoir des bâtiments bioclimatiques qui offrent un confort optimal en minimisant leur impact sur l'environnement. En minimisant leur impact sur l'environnement. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات. شوف النقلات. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات. شوف النقلات.
Le mot acoustique vient au grec et signifie en attendant. L'acoustique est la science en disons, une partie de sciences physiques relative à l'étude du son et les bruits. Tout ce qui rapporte au son, à l'étude du son du point de vue et de leur émission, leur propagation et de leur réception. On appelle source sonore tout sujet émettant des ondes sonores. Un homme parlant, machine en marche, haute-parleur, effouillage devant le vent, etc. Il existe deux types de sources sonores, source ponctuelle et source linéaire. Source ponctuelle, c'est toute source dont les dimensions sont négligeables, moins petit par rapport aux distances. Propagation des ondes telles que un instrument musical, une voiture en marche, un haut-parleur. Et elle peut être fixe comme les instruments musicaux ou mobile comme la voiture en marche. Les ondes ponctuelles produisent des ondes sphériques dans l'atmosphère. Et pour la source linéaire, c'est toute source composant de plusieurs sources ponctuelles qui se rangent en ligne, une ligne de voiture en marche, et les ondes linéaires produisent des ondes cylindriques. Au carrefour d'architecture, de la décoration, de la physique et de la psychologie. L'acoustique architecturale étudie comme les constructions influentes sur la propagation et la résonance du son. Cette étude est faite dans un but précis. Par exemple, la protection de locaux contre le bruit et la vibration, entre parenthèses, isolation acoustique, ou l'optimisation des conditions d'émission et de réception des ondes sonores en fonction de l'utilisation locale. Entre parenthèses, la correction acoustique. Et pour le son et bruit, onde acoustique est égale succession de surpression et de dépression infinitésimale qui se propage depuis la source jusqu'à l'organe de réception. Et quand l'onde acoustique arrive à l'oreille, elle fait vibrer le tympan. Le son est alors perçu. Maintenant, on va voir une vidéo qui explique la relation entre l'oreille humaine et le son. Lorsque le son pénètre dans votre oreille et frappe le tympan, il le fait vibrer, ces vibrations voyagent à travers ce petit marteau framboise qui se prend le son plus fort, puis elle atteint un organe en forme d'escargot rempli de fluide et il a des milliers de poils microscopiques. Les vibrations font bouger le fluide de cet organe et comme il bouge, les petits poils convertissent le mouvement en signaux électriques. Ces signaux sont envoyés au cerveau par le nerf, où il est traduit à la fin en voix. Le son, cette onde vibratoire qui voyage à travers l'air, à une vitesse constante, nous enveloppe chaque jour, nous permettant de communiquer et de percevoir le monde qui nous entoure. Sa vitesse, déterminée par la température et la composition du milieu, est d'environ 343 mètres par seconde, dans l'air à 20 degrés Celsius. Et pour la longueur d'onde du son, elle dépend de sa fréquence. Plus elle est élevée, plus la longueur d'onde est courte. Mais parlons de la pression, la puissance et l'intensité acoustique. La pression acoustique représente les fluctuations de pression dans le milieu causé par le son, tandis que la puissance acoustique mesure l'énergie transportée par le son par unité de temps. L'intensité acoustique, quant à elle, est la puissance acoustique par unité de surface. Maintenant, explorons les différents types de bruits qui peuvent perturber notre tranquillité. Le bruit aérien, celui qui se propage par l'air, souvent issu de travées routiers, des avions ou des conversations bruyantes. Ensuite, il y a le bruit d'impact, produit par des chocs directs sur une structure, comme celui généré par les pas lourdes ou les travaux de construction. Enfin, le bruit d'équipements émanant de machines industrielles, d'appareils ménagers ou d'équipements électroniques. Les matériaux isolants. Si l'architecte désire modifier la réverbération d'une salle, il dispose de deux types de matériaux pour en recouvrir le plafond, les murs et les planchers. Les matériaux absorbants, qui sont généralement des matériaux mous comme le liège et le fètre,
absorbant la majeure partie des ondes sonores incidentes, même s'ils réfléchissent quelques ondes de basse fréquence. Les matériaux réfléchissants, tels que la pierre et les métals, réfléchissant la plus grande partie des ondes acoustiques. C'est pourquoi un grand auditorium peut présenter une acoustique très différente selon qu'il est comble ou vide, car les sièges vides réfléchissent les ondes sonores alors que les spectateurs les absorbent. En général, une salle est dotée d'une bonne acoustique si elle est constituée des matériaux absorbants et réfléchissants dans les mêmes proportions. Les matériaux sont la fibre de laine, la laine de roche, le liège, le caoutchouc, la vermiculite, les panneaux isolants en laine de bois, le feutre destiné à l'isolation de canalisation, d'eau, d'air et conduits de chauffage. Isolation acoustique et isolation thermique. Pas tout à fait, car l'acoustique est plus compliquée et sophistiquée que la thermique. Une bonne isolation acoustique est donc souvent synonyme de bonne isolation thermique. Mais l'inverse, pas forcément vrai. En clair, les bruits sont difficiles à maîtriser que les degrés. Et enfin, l'architecture bioclimatique et l'architecture acoustique visent à assurer un confort global dans les bâtiments. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.